cual me gusta mucho. Este. Este. Jacques Maby, je suis français d'origine, né en Nouvelle-Calédonie et j'ai une formation de médecin à l'université de Nantes. Ensuite j'ai fait une spécialité en médecine tropicale en Belgique et en médecine naturelle, naturopathie à Bobigny, enfin Paris 13. Mon intérêt pour la dimension psychologique ou psychothérapeutique a commencé déjà quand j'étais étudiant en médecine. C'était assez peu satisfaisant ce qu'on nous fournissait comme éléments. J'ai fait même des stages en psychiatrie en pensant que ça pouvait être la voie, mais finalement non. Je trouvais que c'était très médicamenté, très médicalisé, avec peu d'accompagnement psychothérapeutique de fond. Ce qui m'a amené ensuite, avec le diplôme de pathologie tropicale, à faire des remplacements en Afrique, au Burkina Faso en particulier, en Tunisie aussi. Et bon, prendre déjà contact avec la médecine traditionnelle locale, où j'ai vu quand même des choses très intéressantes, des résultats. Et ça s'est confirmé ensuite quand je suis venu au Pérou en 1980, donc il y a 38 ans, ouais, 38 ans, pour faire mon service militaire, enfin la coopération technique, comme responsable d'un petit hôpital dans les Andes, enfin, un dispensaire, il y avait 15 lits. Et là aussi, avec des moyens très limités, classiques, il a fallu un petit peu s'ouvrir à d'autres choses. Donc j'ai travaillé avec la coucheuse locale, j'ai travaillé avec une rebouteuse, avec voilà, différents agents de santé traditionnels. Et puis avec la même observation, c'est-à-dire que je voyais que c'était efficace, leur intervention était efficace, avec des résultats aussi bien pour des problèmes tout à fait mécaniques, des fractures par exemple, que des problèmes psychologiques. J'ai vu des gens dans ce qu'on pourrait appeler des attitudes délirantes et qui un mois après revenaient chez un guérisseur, ils étaient cohérents. Donc voilà, donc un certain nombre d'observations où c'était efficace. Et en même temps, quand j'essayais de parler avec ces guérisseurs, avec ces accoucheurs, etc., leur explication de leur pratique, il n'y avait pas de porte d'entrée dans la pensée occidentale telle qu'elle m'avait été inculquée. Donc il y avait une espèce de déphasage entre ce que je voyais cliniquement et puis les explications où ils invoquaient les esprits de la nature ou les rêves qu'ils avaient eus, des choses comme ça. Qui faisait appel à un domaine de l'invisible voilà, qui était absent de notre formation. Donc c'est ce hiatus qui m'a interrogé, parce que bon, ma formation c'est quand même celle d'un médecin, donc quelqu'un va mal, on fait une intervention, il va mieux, ça m'intéresse. Alors après, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, voilà. La conclusion un peu des conversations avec les uns et les autres, c'était le fait que, bon, tant qu'on ne passait pas par l'expérience personnelle de ce contact avec ce monde invisible, alors est-ce que c'est l'inconscient, est-ce que c'est un monde invisible extérieur, etc. Bon, est-ce que des archétypes, enfin bon, on peut se poser plein de questions. Ne trouvait apparemment sa solution que dans le fait de vivre l'expérience, de passer par l'expérience, ce qui me paraissait assez cohérent. Ce que les guérisseurs disaient, finalement, c'est assez pauvre au niveau de la quantité d'informations, parce que chaque fois, ils faisaient référence à une source d'information qui n'était pas personnelle ou qui était en tous les cas transpersonnelle, qu'on la situe à l'intérieur ou qu'on la situe à l'extérieur, ou les deux à la fois. Donc j'ai fait le pari, à un moment donné, bon, j'ai continué à faire des évaluations pour des projets de santé. Je suis allé au Bangladesh, je suis allé en Inde, je suis allé aux Philippines, je suis revenu au Pérou, je suis allé en Afrique. Et à chaque fois, les mêmes constatations, dans des endroits très, très différents culturellement, qu'il y avait des médecines traditionnelles, qu'elles étaient efficaces, qu'elles étaient peu coûteuses, qu'elles étaient adaptées culturellement sur les gens, là, que c'était très bien, et que c'était pas cher, donc, enfin, ça avait tous les avantages. Donc dans un contexte de soins de santé primaire, il y avait une source d'information qui était peu explorée. Alors j'ai regardé un peu ce que disaient les anthropologues, les ethnologues, et c'était quand même assez frustrant, enfin, du point de vue médical, ça restait dans des interprétations très, très vagues, qui pour un médecin, bon, la suggestion, les gens y croient donc ça marche, non, quand on a une fracture de jambe, il faut que ça se répare quand même mécaniquement, enfin bon, c'était très pauvre en fait, très, très, très intellectuel. Tout ça c'est un peu concentré dans une expérience que j'ai eue en Inde, quand je suis allé voir le centre, la mère Teresa, qui était déjà connue à l'époque.
Et parce que je voulais voir un peu si ce qu'elle proposait, c'était vraiment, bon, c'était un travail social, humanitaire, bon, très bien, ou s'il y avait là aussi une dimension spirituelle, non visible. Et donc là, j'ai vécu une expérience spontanée, hein, sans rien prendre, quand j'étais dans son mouroir avec justement un Bengali qui était moribond, une expérience d'état second de la conscience, où là, j'ai disons une espèce de crise personnelle où c'est rejoint mes questions personnelles comme être humain, les questions professionnelles, les questions existentielles, spirituelles, tout ça c'est rejoint dans une espèce d'expérience comme ça très forte, où là j'ai dit bon ben si je veux avoir le cœur net, il n'y a qu'une solution, c'est de passer par l'expérience, de vraiment de voir si ce qu'ils disent, ce que disent tous ces guérisseurs, ces chamans, comme on dit maintenant, est-ce que c'est culturel, ça appartient à leur tradition et il faut y croire et ou est-ce que c'est quelque chose d'universel et qui est accessible à tout un chacun à la condition de suivre des règles. Donc là j'ai décidé de revenir au Pérou parce que c'était le pays que j'aimais le plus et qui avait à la fois beaucoup de pratiques de médecine traditionnelle très différenciées dans les côtes, les Andes et la forêt. Et puis, bon, je parlais la langue, j'aimais bien, j'avais eu des contacts, etc. Donc, j'ai élaboré un projet de recherche pour revenir ici, dans l'objectif vraiment de d'abord étudier de manière comparative les médecines traditionnelles de la côte, des Andes et de la forêt. Et puis, en fait, quand je suis arrivé, bon, par certaines circonstances, ici à Tarapoto, voilà, je me suis dit, bon, je me suis dit, ça m'est tombé dessus, je dirais en quelque sorte, c'est là, voilà, je ne sais pas pourquoi. Bon, tout s'est passé comme ça, avec des intuitions et des vécus d'évidence, mais bon, qui ne sont pas très rationnels. C'est là que je dois être. J'arrive chez moi. C'est la sensation d'arriver chez moi. Donc je me suis installé ici et donc j'ai pris contact avec, essayé de prendre contact avec des guérisseurs un peu partout, voir un peu, j'en ai connu à peu près 70 à l'époque. Et puis après sélectionner ceux qui me paraissaient avec davantage d'affinité par rapport à ma personnalité. Et très rapidement, ils m'ont dit la même chose, c'est-à-dire que bon, voilà, si tu veux comprendre quelque chose, si tu veux apprendre, il faut expérimenter, quoi. Il faut passer par l'expérience, quoi. Donc j'ai décidé de passer par l'expérience en mettant de côté tous mes grilles de lecture rationnelles et mes psychos. Bon, j'avais le Jung, enfin je m'intéressais à tout ça. Et laisser ça de côté, et puis voilà, faire l'expérience. C'est eux les spécialistes, c'est eux qui savent. Moi, je ne sais rien. Donc, ils me disent de faire le poirier, je fais le poirier, n'importe quoi, on verra. Puis au bout de 6 mois, j'arrêterai et je prendrai le recul. Bon, est-ce que j'ai appris quelque chose que ça sert? Donc, j'ai procédé de cette manière-là. Et très vite, donc, j'étais amené à prendre l'ayahuasca, alors que j'avais aucune expérience d'état modifié de conscience personnelle. J'étais pas du tout intéressé par les drogues, j'ai jamais consommé de drogue, même pas d'ivresse avec l'alcool, c'est une chose qui n'était pas, ça m'intéressait pas, quoi. Et là, bon, j'étais catapulté tout d'un coup dans cet univers avec la certitude, par l'expérience, que là il y avait des connaissances extraordinaires, très sous-estimées par la médecine occidentale, enfin qui avait un potentiel thérapeutique considérable, quoi. Donc j'ai décidé de poursuivre cet apprentissage en faisant des diètes, prendre des purges avec différents guérisseurs. Et c'est ce qui m'a amené donc à considérer la possibilité d'ouvrir un centre pour recevoir des toxicomanes. Alors que ça n'a pas été une considération personnelle, ça s'est imposé en quelque sorte à moi, dans des visions. Au début, j'ai résisté assez, parce que ça me paraissait quand même assez fou cette histoire. Et j'ai résisté. J'ai fait tout ce que pendant 3 ans en fait, hein. Mais tout en continuant à apprendre. Et puis après, au bout de 3 ans, bon, ça s'est imposé. J'ai dit bon, voilà, on va continuer à suivre ce qui se présente sur le chemin. Et donc en 92, j'ai créé le centre Takiwasi avec ma femme et puis d'autres personnes. Et voilà. Bon, j'ai assez rapidement, au bout de 2 mois de prendre l'ayahuasca, j'ai eu une session où j'ai visualisé, j'étais en présence de 12 personnages qui étaient assis devant moi comme un jury d'examen, quelque chose comme ça. Et c'était très, très réel, enfin je dirais plus réel que le réel habituel, si on veut.
Et moi j'étais un peu devant eux comme un étudiant qui passe un examen. Et ils m'ont demandé, donc il y avait un échange, et le président du jury, enfin celui qui était au centre, d'abord ils m'ont dit nous sommes les gardiens de la forêt, nous sommes les esprits gardiens de la forêt. Bon, pour moi c'était quand même assez nouveau cette histoire-là. Bon. Et ils m'ont demandé pourquoi est-ce que tu veux, pourquoi tu prends l'ayahuasca. Bon. Alors j'aurais dit, ben moi je souhaite apprendre cette médecine, je veux connaître cette médecine, c'est pour ça que je prends. Et alors ils se sont consultés entre eux, et puis finalement le président du jury m'a dit, ok, tu es autorisé à pénétrer sur ce territoire. Bon, ben, c'est très important, parce que c'était quand même une habilitation, mais ton travail, ton cheminement, on va passer par cela, et alors là, je me suis vu moi-même traitant des toxicomanes. Voilà. Alors ça, c'est vraiment aussi une surprise totale, parce que c'était pas du tout dans mes objectifs, ni mon intérêt personnel, mais voilà, c'est ça que tu dois faire. Bon, je suis sorti assez bouleversé de cette histoire-là, parce que c'était très fort, et en même temps, je me disais, mais je ne suis pas du tout compétent pour ça, j'ai pas d'expérience, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas un père alcoolique, enfin, c'était assez hors quand même de mes préoccupations, de mon vécu personnel. Et puis bon, les patients toxicomanes, on sait ce que c'est très frustrant, c'est très difficile, les résultats sont médiocres. Voilà, donc j'ai un peu, après, en revenant un peu là, à l'état de conscience ordinaire, je me suis dit quand même c'est une histoire assez invraisemblable et je ne me vois pas faisant ça, quoi. Alors j'ai continué à apprendre des plantes, et donc apprendre comment ça fonctionnait, à découvrir des choses sur moi, sur mon histoire, sur mon passé, sur mes héritages transgénérationnels, comment ça fonctionne, enfin, et ça dure un certain temps. Ça a duré 3 ans en réalité. Et au bout de 3 ans, de nouveau dans une session, là c'est une femme qui m'est apparue et qui m'a dit est-ce que tu veux continuer à apprendre ces médecines? Alors j'ai dit bah oui, bien sûr. Donc t'oublies pas les toxicomanes. Alors j'ai dit oui, mais enfin bon, c'est un peu compliqué, c'est long, je connais pas bien. Enfin bref, j'ai essayé d'argumenter et puis elle m'a dit écoute, quand un enfant va naître, il a 9 mois de gestation, et puis voilà, c'est en naissant qu'on apprend à naître. Toi, tu as eu ta gestation, ça fait 3 ans, maintenant, c'est en faisant que tu vas apprendre, quoi. Alors c'était une réponse tellement intelligente que je ne sais plus quoi dire, et alors j'ai dit, bon, ok, d'accord. Voilà. Donc j'ai accepté, et puis le lendemain, j'ai un ami psychiatre de Lima qui m'appelle et qui me dit, écoute, j'ai un patient toxicomane, la psychanalyse, ça ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi en faire. Il savait que j'étais donc avec les plantes, les guérisseurs, et il m'a dit, bon, bah, tu peux pas la prendre, lui donner des purges, qui vomissent un peu sa drogue. Voilà. Donc je me suis trouvé, j'avais dit oui la nuit précédente, je me retrouvais. Voilà. Donc j'ai dit, bon, écoute, envoie-le, on va voir ce qu'on peut faire. Mais moi, j'avais pas de sens, donc je l'ai reçu chez moi. Donc j'ai découvert le degré de manipulation des patients toxicomanes, je ne connaissais pas du tout. Enfin, et voilà, donc ça a duré 3 semaines, c'était une histoire de fou d'avoir quelqu'un comme ça chez moi et sans structure. Et puis il était à la fois très sympathique. Alors, les patients toxicomaniens sont très sympathiques, ils ont beaucoup de charme. Et il m'a dit, écoute, tu es très sympa, tu as plein de bonne volonté, mais tu connais rien à ce sujet-là. C'est grâce à moi, tu es en train d'apprendre. Je lui ai dit, oui, c'est un peu vrai ce que tu m'as dit, bon. Mais bon, j'ai constaté que c'est pas possible de le faire dans ces conditions. Enfin, chez moi, il faut une structure, il faut un lieu, il faut que j'ai des gens qui m'aident, etc. Donc, je l'ai renvoyé à Lima. Et ça n'a pas été sans problème d'ailleurs. Mais et puis là, j'ai dit bon, on pensait un petit peu comment est-ce qu'il faut structurer ça. Donc j'ai passé 3 ans à penser. Bon, il faut un lieu, il faut de l'argent, il faut des gens qui fassent de la psychothérapie, je ne suis pas psychologue, il faut un administrateur qui s'occupe de la gestion, etc. Bon, voilà. Donc ça a pris 3 ans encore de trouver comment faire tout ça, comment s'organiser, comment trouver les fonds, comment. Voilà. Et puis monter un centre et trouver. Et tout ça s'est présenté en fait aussi, curieusement, par le lieu où nous sommes actuellement, donc Takiwasi, ça m'a été indiqué dans des visions aussi. A posteriori, j'ai découvert que c'était un lieu qui avait son histoire. Entre autres, cette maison où on est actuellement, il y a le mari de la propriétaire qui m'a vendu les lieux, c'est un toxicomane qui est mort d'une overdose ici. Et ça, je l'ai su après. Elle m'a raconté après qu'elle avait eu des rêves où elle voyait, tu vois, un blanc, enfin un gringo, comme ici, ça va vouloir acheter le lieu,
c'est à lui, il faut que tu vendes. Donc, voilà. Après, j'ai découvert qu'il y avait des restes d'une maison par là-bas, vers l'entrée, et j'ai cherché à savoir si c'était un guérisseur. C'était le guérisseur le plus important d'un Elias, il y a 40-50 ans, qui vivait ici, qui était celui qui... Bon, après, j'ai découvert que le fondateur, le découvreur de l'ayahuasca pour le monde occidental, le botaniste Richard Spruce, qui est un Anglais, a traversé l'Amérique depuis le Brésil jusqu'au donc depuis l'Atlantique jusqu'au Pacifique. Il raconte dans son ouvrage où il fait son journal de voyage, et il découvre l'ayahuasca au Brésil, et ensuite il va venir à Tarapoto. Il dit c'est là l'endroit qui m'a davantage plu. J'y suis resté 2 ans et j'habitais près de Rio Chilcayo où il y a la Guajal, et la Guajal c'est une partie de Taquihuasi. Donc le découvreur de l'ayahuasca pour le monde occidental a vécu ici, quoi. Enfin bon, tout ça j'ai découvert après. Mais toutes ces coïncidences quand même étaient extraordinaires d'une certaine façon. Donc tout s'est fait un peu comme ça, avec des indications non rationnelles procédant du monde invisible, que j'ai pris au sérieux, et pas sans difficulté, sans résistance, parce que quand même, mais finalement que se sont avérées tout à fait cohérentes et pertinentes, quoi. L'objectif du centre Taquihuasi, c'est de proposer une méthodologie innovatrice pour le traitement des dépendances en général, en associant les médecines traditionnelles, les connaissances des médecines traditionnelles amazoniennes, et la médecine occidentale sur le versant biologique et sur le versant psychothérapeutique. Donc d'associer la médecine occidentale, la psychothérapie contemporaine et les médecines traditionnelles. Donc essayer de rejoindre, de faire converger, articuler ces 3 dimensions dans un lieu de vie, qui est un lieu comme communauté thérapeutique classique qu'on trouve partout dans le monde, mais en système ouvert, c'est-à-dire que c'est tout. Ici, il n'y a pas d'enfermement, les patients, le portail est ouvert, s'ils veulent sortir, ils peuvent sortir, sauf qu'il y a un contrat pour ne pas sortir, donc s'ils sortent, ils rompent le contrat. Mais donc dans une démarche volontaire. La toxicomanie, c'est une quête inconsciente, la plupart du temps, de réponse à des problèmes existentiels, qui souvent se cristallisent à l'adolescence, où il y a la crise de l'adolescence et la définition de la sexualité, des orientations de vie, le problème de la dépendance aux parents, qui est encore présent mais dont on veut se libérer, et avec toutes les ambiguïtés que ça suppose. En fait, donc, il y a quelque chose de légitime chez un jeune qui prend des substances, il y a quelque chose de légitime, c'est-à-dire qu'il cherche des réponses qu'il ne trouve pas. Il ne les trouve pas parce que la société occidentale s'est désacralisée, donc que les réponses fournies par l'académie, l'université, par la science occidentale, par les grandes philosophies occidentales, ou par les églises même, sont inconsistantes et ne répondent pas à ces angoisses, à ces difficultés existentielles de l'adolescence. Donc, qu'est-ce que fait le jeune? Il cherche, et puis bon, il se trouve dans une fête, il y a un joint qui passe, il y a l'alcool, etc. Il expérimente un état modifié de conscience où il se sent plus relax, plus en paix, plus heureux, plus content, etc. Et il se dit, bon, voilà, il y a des réponses de ce côté-là. Les adultes m'ont menti, en fait, moi je peux explorer cet univers. Alors évidemment, donc l'intention est légitime, c'est une espèce d'automédication ou d'auto-initiation, sauf qu'évidemment c'est fait dans des conditions inadéquates, avec des substances inadéquates, sans accompagnement, sans préparation, sans intégration psychothérapeutique. Et donc le remède s'avère pire que la maladie, et ça peut entraîner, donc souvent ça commence avec le cannabis, et puis après ça passe à d'autres substances plus fortes, plus puissantes. Donc il y a une recherche qui est authentique, il y a une légitimité à ces questionnements, il y a une légitimité à explorer son univers intérieur ou l'univers non visible, sauf que c'est mal fait. Donc on reprend ça, bon, en gros c'est proposer à un patient, ok, tu as cherché des réponses, tu as fait une démarche, tu t'es un peu perdu en cours de chemin, on reprend ça au départ, ok, on va faire aussi une exploration du monde invisible, du monde de l'inconscient, mais cette fois-ci, je te propose de le faire de manière guidée, contrôlée, avec des règles, etc. Et en t'accompagnant, je vais être à tes côtés, je vais marcher à tes côtés, je vais être avec toi dans les états modifiés de conscience. Hein, pas, je te donne et puis on verra ce qui se passe, non, je suis avec toi.
je t'accompagne. Puis s'il y a des problèmes, je suis là pour te sortir de la crise. Voilà, donc ça c'est un peu la proposition générale. Hein. Bon, autour de ça, se sont cristallisées d'autres choses. Beaucoup de gens sont venus qui ne sont pas forcément des gens qui ont des problèmes de dépendance aigus, mais qui ont des problèmes existentiels, des problèmes psychologiques, des problèmes de santé mentale. Et donc cette démarche peut répondre effectivement à tous ces questionnements-là. L'axe, la colonne vertébrale reste quand même le traitement des toxicomanes, et c'est ça, Taki Wassis ne va pas laisser ça de côté, quoi. Même s'il y a beaucoup de demandes autres. Alors on accueille cette demande dans la mesure où on peut le faire, mais l'essentiel reste quand même le traitement des toxicomanes. L'approche psychiatrique conventionnelle occidentale tente à se concentrer sur la biologie ou la pharmacopsychologie, donc finalement d'aborder ça d'un point de vue purement d'une espèce de cuisine moléculaire dans laquelle il faudrait équilibrer la dopamine, les sérotonines, etc. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas cette dimension-là, mais c'est une réduction rationaliste, positiviste, matérialiste qui laisse de côté les dimensions psychiques profondes et la dimension spirituelle, c'est-à-dire la dimension sémantique, le sens de la vie. Il y aura toujours derrière les souffrances de la toxicomanie, de la santé mentale en général, mais la toxicomanie, il y a toujours une histoire personnelle, une histoire familiale, avec des souffrances que les médications peuvent servir comme béquille temporairement pour soutenir dans des crises graves, aiguës, mais n'apportent pas de réponse. Donc ça tente à se chroniciser et les gens sont amenés, alors très souvent finalement la médecine occidentale consiste à remplacer des substances, on remplace l'héroïne par de la méthadone, c'est-à-dire en fait on donne un opiacé qui remplace, enfin un opiacé illégal est remplacé par un opiacé légal. Même maintenant, d'ailleurs, il y a des centres d'injection d'héroïne, donc il n'y a même plus de différence entre le légal et l'illégal jusqu'à certains points. Donc la société occidentale est arrivée au point où elle drogue ses propres enfants légalement parce qu'on n'a pas d'autre réponse à leur apporter, et puis en espérant que ça fasse le moins de dégâts possible pour la société. Donc c'est la réduction des risques, le remplacement des seringues pour pas qu'il y ait d'hépatite ou de sida, enfin voilà. Mais résoudre le problème de toxicomanie, considérer que ça peut se résoudre complètement, c'est pratiquement, il y a pratiquement un renoncement de la psychiatrie conventionnelle face à ça. C'est tout simplement. Donc penser qu'une personne qui est toxicomane puisse, 5 ans, 10 ans après, se retrouver sans aucune substance, sans aucune médication, et vivre une vie normale, on va dire, satisfaisante, riche, c'est pratiquement écarté, quoi. Donc ça, je trouve que alors ça, c'est une limite de la médecine occidentale qui, dans ses concepts et dans son arrogance, ne peut pas concevoir qu'il y ait des solutions qui lui échappent, quoi. Alors, vu de loin, utiliser l'ayahuasca ou d'autres plantes psychoactives, dont des drogues, entre guillemets, est incohérent. Quand va-t-on traiter des toxicomanes avec des drogues? Bon, sauf que il faut préciser qu'est-ce que c'est qu'une drogue, qu'est-ce que c'est qu'une plante psychoactive. Les plantes psychoactives prises dans certaines conditions ne génèrent aucune dépendance. La feuille de coca qu'on utilise nous, par exemple, ne génère aucune dépendance. Alors la cocaïne, c'est autre chose. Le jus de tabac ne génère aucune dépendance. On connaît personne drogué au jus de tabac. Il suffit de l'avoir pris pour savoir que ce n'est pas possible. Par contre, le tabac fumé peut être addictif. Donc, ce n'est pas les substances qui sont le problème en elles-mêmes, c'est l'utilisation qu'on en fait. Donc, comment, quelle préparation, quelle dose, dans quel contexte, etc. Donc, les mêmes substances peuvent être des médecines ou peuvent être des poisons. Et la plante, elle est neutre. Et la plupart, enfin, sauf maintenant, il y a des drogues de design drugs, mais les principales dépendances dans le monde sont des plantes, viennent de substances extraites de plantes, sacrées, considérées sacrées par les peuples autochtones, et qui ont été détournées et profanées de leur usage. C'est-à-dire qu'on a laissé de côté toute la partie rituelle, toute la partie énergétique qu'on considère inexistante, et c'est ça le problème. C'est que tant qu'on ne retrouve pas la partie spirituelle, énergétique, qui est authentique, qui fonctionne, qu'on peut prouver, qu'on peut expérimenter, on se trouve face à une médecine désacralisée, rationaliste, positiviste,
athée, et qui ne fonctionne pas, tout simplement. Hein. Bon, les résultats sont extrêmement médiocres. On propose à des gens de vivre toute leur vie avec des antipsychotiques. Voilà. Donc nous, on a eu un certain nombre de patients qui sont venus ici, du monde psychiatrique, avec des étiquettes variables. D'ailleurs, s'ils voient plusieurs psychiatres, ils ont en général plusieurs diagnostics. Bon, ben, ces gens-là sont plus désintoxiqués, et puis voilà, ils ne prennent plus aucune substance, aucun médicament, et puis ils vivent une vie normale. Donc c'est possible. Alors je ne dis pas que c'est possible dans tous les cas, c'est complexe, c'est cas par cas, pas généralisé, mais oui, c'est possible. C'est possible parce que tout simplement ça existe et qu'on a pu le prouver. Donc l'objectif de Takiwa était de créer un certain nombre de faits thérapeutiques qui soient incontournables. Maintenant, on accumule des cas. Voilà, les gens sont là. Les gens sont là qui étaient dans des problèmes vraiment sérieux, très graves. Et on nous a parfois fait nous accuser de dire oui, mais vous prenez des patients légers, pas très graves. Alors ça, on a fait une étude là-dessus, enfin, un chercheur qui est venu ici. Et non seulement c'est faux, mais les cas qu'on reçoit sont plus graves que la moyenne des cas de gens qui rentrent dans un centre aux États-Unis, puisque c'était fait un travail comparatif avec des centres aux États-Unis. Ils sont plus graves sur le plan psychiatrique, ils sont plus graves sur le plan de la consommation des substances, et ils sont plus graves dans la structure familiale, le côté dysfonctionnel de leur famille, de leur milieu d'origine. Bon, ça, été prouvé scientifiquement. Donc là, c'est un argument qui n'existe plus. Donc si, ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner à la condition que le patient veuille le faire. Ça, c'est une condition. Si le patient ne veut pas, pour une raison ou pour une autre, ou vient forcer, ou vient parce qu'il veut s'échapper de la justice, ou il veut s'échapper de problèmes familiaux, etc. Enfin, bon, mais qui n'est pas motivé réellement pour aller explorer son univers intérieur, ça ne peut pas fonctionner. Donc ça requiert la participation volontaire et la motivation du patient, sinon ça ne peut pas fonctionner.